Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du mardi 16 novembre 2021. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés où globalement les indices évoluent toujours sur des niveaux records. On a peu de volatilité, une séance encore assez calme, notamment en Europe, malgré le sommet entre Joe Biden et Xi Jinping. Hier, Wall Street a terminé vraiment en légère baisse, alors que la hausse du rendement des bons du Trésor américain a nui à l'appétit des investisseurs pour les valeurs technologiques, tandis que le titre Boeing, lui, a progressé dans le sillage de signaux indiquant un regain de la demande pour ces appareils. On a eu la même chose ce week-end, notamment avec Airbus, qui a passé pas mal de commandes. Donc, un secteur qui commence doucement à reprendre des couleurs après avoir subi de plein fouet la crise du Covid. Traditionnellement bénéficiaires de la hausse du rendement des obligations, les valeurs boursières dites value ont quand même affiché une hausse sous l'effet des mouvements opérés par les investisseurs en prévision des possibles effets du tapering, à savoir des mesures de soutien de la Réserve fédérale américaine. Par ailleurs, on attend quand même ce mardi la publication des données sur les ventes au détail aux États-Unis en octobre, dans lesquelles, encore une fois, les investisseurs vont chercher les signes de l'impact de l'inflation sur, cette fois-ci, les dépenses des consommateurs. Ce matin, en Europe, comme je vous le disais, des bourses européennes qui évoluent en hausse, montent, comme j'aime l'appeler, en crabologie. On a eu durant la nuit le sommet entre Joe Biden et Xi Jinping. Néanmoins, bon, ça n'a pas inquiété, je dirais, les investisseurs. Ce fameux sommet entre les deux présidents. Les opérateurs sont plutôt tournés vers les indicateurs économiques, dont les ventes au détail cet après-midi aux États-Unis. Comme je vous le disais, les deux présidents ont tenu dans la nuit un sommet virtuel de plus de 3 heures, au cours duquel les deux dirigeants ont souligné leurs responsabilités pour éviter tout conflit et ont évoqué plusieurs sujets de tension, parmi lesquels la question de Taïwan et les pratiques de Pékin au Tibet ou à Hong Kong. Donc, globalement, les marchés n'ont pas trop réagi à ce sommet, mais le sentiment que les deux présidents ont envie, cette fois-ci, d'avancer un peu, je dirais, main dans la main, même si c'est un peu exagéré, mais en tout cas, essayer de renouer les relations qui étaient quelque peu rompues sous l'ère Trump. Concernant les indicateurs macro, ce matin, nous avons donc eu la croissance de l'économie de la zone euro qui a quand même progressé au troisième trimestre pour s'établir à 2,2% grâce à la levée de nombreuses restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid, comme le montrent justement les statistiques publiées par Eurostat, et le PIB des 19 pays a progressé de 2,2% par rapport aux 3 mois précédents et de 3,7% sur un an. Donc une donnée plutôt saluée ce matin par les marchés. En parlant d'inflation, justement, ici, c'est sur les prévisions d'inflation en zone euro. Alors, selon les économistes sondés par Bloomberg, l'inflation en zone euro pourrait quand même atteindre un pic à 4,2% au quatrième trimestre, avant justement de commencer à se replier et atteindre l'objectif cible de la BCE, à savoir 2%. Actuellement, on est bien au-dessus. Encore une fois, on a eu Christine Lagarde qui est sortie du bois hier, qui a fait quelques annonces. Elle estime toujours et encore que l'inflation est transitoire, donc comme Jérôme Powell d'ailleurs. Par conséquent, actuellement, malgré des chiffres de l'inflation qui explosent, les investisseurs se disent que bon, l'inflation devrait commencer à refluer, en tout cas à se replier au cours des prochains trimestres. Donc, forcément, on attend quand même un pic
à la fin du quatrième trimestre. Et derrière, ça va être sport, j'ai envie de dire, à partir de 2022. Où là, effectivement, si on n'a pas, si l'inflation ne commence pas à se replier, forcément, il va y avoir une perte de confiance un peu dans les banquiers centraux et dans leurs prévisions, car actuellement, ils disent tous que certes, l'inflation pose un problème, mais qu'elle est transitoire et qu'elle va s'atténuer au fil des mois. Donc ça, pareil, en tout cas, c'est à quoi s'attendent de nombreux économistes eux aussi. Par conséquent, les investisseurs actuellement jouent ce scénario-là. En revanche, si l'inflation continue d'accélérer et voire même se stabilise, là, on va avoir un sérieux problème d'un point de vue des rendements pour les actions, mais aussi de la politique monétaire de la Fed et de la BCE. Elles devront en tout cas forcément mettre un tour de vis supplémentaire avec potentiellement une hausse des taux. Et justement, Christine Lagarde, hier, a mis de côté une hausse des taux en 2022. Donc, clairement, elle a balayé cette idée-là. Pour elle, ce n'est pas envisageable, mais encore une fois, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment elle qui va décider si oui ou non. À un moment donné, on ne peut pas continuer à faire la politique de l'autruche, mais si l'inflation est omniprésente et se stabilise même sur des niveaux assez élevés, forcément, les banquiers centraux seront obligés d'agir. En revanche, pour la Fed, le pic est attendu pour le Q2 2022. Donc, en tout cas, c'est selon les dernières prévisions de Goldman Sachs. Autant en Europe, on attend un pic à la fin du quatrième trimestre 2021, autant aux États-Unis, ce serait entre le Q1 et le Q2 2022. Donc là, pareil, l'année 2022 restera très clairement animée par le thème de l'inflation. Maintenant, reste à savoir comment celle-ci va évoluer et se comporter au fil des mois. Effectivement, si on part sur ces prévisions-là, comme l'a fait aussi Goldman Sachs pour les États-Unis, globalement, c'est plutôt bon signe et ce sera plutôt rassurant aussi pour le marché action. Inversement, au contraire, si on a une inflation supérieure à 4% en zone euro et supérieure à 6% aux États-Unis pendant de nombreux mois, autant vous dire que cela va peser encore une fois sur le marché action, sur la performance et sur les rendements du marché action, et derrière, forcément, les banquiers centraux, finalement, seront obligés d'ajuster le tir et de relever les taux. Même si actuellement, ils se montrent, sont en tout cas pas très pressés, ils se montrent plutôt patients. J'ai du mal à croire aussi qu'on va avoir une hausse de taux en Europe. Ça pourrait vraiment créer un accident sur les marchés et j'ai plutôt le sentiment, si vous voulez, que ils préfèrent dire que ce n'est pas envisageable, mais en vrai, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont bloqués car ils savent très bien quel effet ça pourrait avoir, en tout cas sur les marchés financiers, si demain on a des hausses de taux un peu trop brutales, j'ai envie de dire, comme ce fut le cas en fin 2019, fin 2018, début 2019, quand la Fed avait voulu justement lever les taux, on avait quand même eu une chute de 10% sur les marchés. Donc, des souvenirs un peu traumatisants, mais plusieurs membres actuellement de la Fed estiment que les conditions, effectivement, les conditions sont réunies pour au moins procéder à une hausse de taux. Donc, pour le coup, aux États-Unis, je m'attends quand même à une hausse de taux, mais encore une fois, tout dépendra des prévisions d'inflation. Et si on est sur des niveaux actuels pendant encore de nombreux mois, eh bien, forcément, je rejoins le point de vue de Richard Clarida, qui estime que 2 hausses de taux seront nécessaires en 2022. Maintenant, reste à savoir comment les marchés vont interpréter cette démarche et ce resserrement surtout de politique monétaire plutôt agressif. Encore une fois, il faudra bien les préparer en amont, comme ce fut le cas avec le tapering. On en a parlé pendant 6 mois pour
bien préparer les marchés psychologiquement, même si j'estime qu'actuellement le tapering reste un peu une mascarade, étant donné que c'est seulement une réduction de 15 milliards, soit une goutte d'eau. Mais il faudra encore une fois faire la même chose avec les taux pour éviter un accident de marché et une chute d'environ 5 voire 10%. Ici, nous avons le dollar index. Donc, je vous ai longuement parlé du dollar. D'ailleurs, le TP2 a été atteint sur l'euro-dollar à 1,1370. Mais je vous disais surtout que je n'avais pas sur mon graphique l'indice dollar. Donc, j'ai réussi à le trouver avec une autre plateforme. Et je voulais tout simplement vous présenter le fameux double creux qu'on avait sur l'indice dollar. Malgré enfin, en tout cas la force du dollar qu'on a eu, notamment la forte appréciation du dollar qu'on a eu hier, dopé, j'ai envie de dire, enfin, en raison notamment des inquiétudes liées à la pandémie en Europe et des déclarations de Christine Lagarde, comme je vous le disais en introduction, opposées à un relèvement des taux l'an prochain. Forcément, ça a dopé le dollar. Et derrière, tout porte à croire que pourrait avoir de nouveau une forte accélération à venir dans les prochains mois. Et effectivement, le dollar en 2020, le billet vert, je crois, a perdu entre 4 et 5%. Et très clairement, en 2021, il reprend de la force et effectivement, on a un magnifique double creux. Donc, si on met la ligne de coup, on a fait une première cassure, on est venu pour le baquet et là, on repart pleine balle. Voilà pourquoi je suis plutôt haussier sur le dollar avec une cible vers les 1,1180 et au contraire, bien évidemment, fortement baissier sur l'euro. Et pour l'instant, d'un point de vue des fondamentaux, notamment avec la politique monétaire ultra accommodante de la BCE, forcément, c'est le dollar américain qui gagne du terrain. Voilà pourquoi j'estime que le dollar devrait se renforcer et qu'il faut continuer de garder un scénario baissier sur l'euro et tenter de vendre tous les rebonds. Donc on fera le point dans la partie graphique. Concernant le CAC 40, qui va finalement m'invalider petit à petit cette divergence, 4 heures, mais encore une fois, c'est extrêmement haussier, toujours. Bravo à celles et ceux qui arrivent à payer tous les replis. Effectivement, pour l'instant, c'est la meilleure stratégie. Pour moi, j'estime qu'il est encore trop tôt, toujours, pour vendre. Malgré le fait qu'on soit sur des niveaux records, pour autant, ce n'est pas une raison pour vendre. On peut encore aller chercher les 7250, voire les 7300. En tout cas, là, ce serait la zone parfaite. Mais pour l'heure, encore une fois, on empile vraiment les bougies vertes depuis maintenant plus de 10 séances et le CAC 40 ne lâche rien. On a des petits replis, mais même en données 4 heures ou en données daily, j'observe toujours pas de signes d'essoufflement, de chandelier de retournement, bref, d'éléments pouvant m'indiquer que le marché commence sérieusement à manquer de carburant et qu'on pourrait enfin avoir une correction assez conséquente. Pour l'heure, les acheteurs gardent la main. Difficile pour moi de proposer un plan à l'achat sur de tels niveaux. Peut-être que certains ont réussi à mettre à profit les niveaux de support. Bien évidemment, je reste haussier. Je considère que les acheteurs gardent la main. Maintenant, je l'attends un peu plus haut, le CAC 40. Voilà. C'est plutôt un marché réservé pour de l'intraday et du scalping, je trouve, mais pour du swing, j'ai un peu de mal. Je trouve que la hausse est limitée, même si j'ai toujours une target vers les 7250. Bon, je me méfie toujours. Pour l'instant, pas évident d'envoyer un plan swing, mais globalement, je tenterai en tout cas à chercher des ventes vers la zone 7250-7300. Là, c'est très clairement la zone que je vais surveiller.
pour tenter d'amorcer, enfin, tenter de mettre en place surtout une stratégie vendeuse. Mais encore une fois, même en données 4 heures, c'est haussier sur toutes les unités de temps. 4 heures, 1 heure, daily, hebdomadaire, et aucun signal de retournement, comme toujours. Et quand je constate sur le sentiment de marché auprès de IG, j'observe que 85% des traders sont à l'envers depuis une semaine. Effectivement, je suis le sentiment de marché et 85% des clients actuellement sont à la vente sur le CAC 40 et ce depuis maintenant une semaine. Donc 85% perdent de l'argent étant donné que le CAC ne fait que monter. Généralement, cet indicateur, c'est un bon moyen de connaître la tendance à venir. Plus il y a de vendeurs dans un marché qui monte, et bien plus le marché a tendance à monter, et inversement. Plus il y a d'acheteurs dans un marché qui chute, et plus le marché a tendance à chuter encore plus. Donc là, pareil, je vous invite à prendre la température avec ces indicateurs un peu de sentiment et de psychologie, mais on a un fort pourcentage de personnes à la vente sur le CAC 40 depuis les 7000 points en fait. Et là, on constate quand même que le CAC ne lâche rien, ne fait que grimper depuis maintenant plus d'une semaine. Voilà pourquoi je vous invite à ne pas vous précipiter, à être patient et à attendre des signaux baissiers. Auquel cas, restez en retrait si vous n'êtes pas à l'aise pour payer ce marché. Le DAX, c'est exactement la même chose, toujours bien orienté. Là, pour le coup, on est vraiment au-dessus de la borne haute du range et surtout au-dessus de la borne haute de ce canal. C'est vrai que si on reprend l'objectif théorique, ça donne quand même un objectif à 17 350 points, bon, ce qui est assez énorme. Toutefois, je note que ce setup est toujours vivant. Le setup casse sur Tenkan-Kijun a parfaitement bien fonctionné, il est toujours en place. Pas d'invalidation, on est au-dessus des résistances, comme pour le CAC. Les acheteurs gardent la main, difficile d'être vendeur, on est en pleine accélération haussière, mais encore une fois, les acheteurs ne lâchent rien. Au contraire, on continue à monter un peu en crabologie, très clairement, mais pour autant, je ne passe toujours pas vendeur, et bien au contraire, plutôt des achats sur repli, ou vendeur uniquement si un chandelier de retournement apparaît. Néanmoins, ce n'est pas le cas pour l'instant. Pareil, si on se met en données 4 heures, c'est extrêmement haussier. C'est extrêmement haussier, bien orienté à l'intérieur d'un canal. On est au milieu de nulle part, donc plutôt sur repli, ici, vers les 6000 points. Sinon, si vous étiez acheteur suite au comblement du gap ici, eh bien, pourquoi pas commencer à prendre des bénéfices. Ça me semble plutôt judicieux. Et sinon, espérer une poursuite du flux acheteur en direction de la borne haute de ce canal, voire de cet oblique-là, qui passe par les 2 points, donc vers les 16 350. Mais globalement, même constat que sur le CAC, c'est haussier, les acheteurs ne lâchent rien, c'est trop tôt pour vendre, il faudra attendre un signal de retournement. Voilà. Tout est dit sur les indices européens. Le Dow Jones, lui, cale un peu, mais rien d'alarmant, lui aussi, je trouve. On a une surperformance de l'Europe, très clairement, depuis peu. Bon, ça arrive de temps en temps, effectivement, l'inflation inquiète un peu plus aux États-Unis qu'en Europe. Là, on attend en plus les chiffres des ventes au détail US. Donc pareil, un indicateur clé à suivre à 14h30. Mais encore une fois, je ne suis pas inquiet de la correction qu'on vient d'effectuer.
à voir sur les futurs, mais là sur le cash, il n'y a rien de bien croustillant. On a eu un repli. Est-ce que pour autant j'ai envie d'être baissier? Eh bien, pas spécialement. J'ai plus le sentiment qu'on s'inscrit dans une simple correction à l'intérieur d'une belle dynamique haussière, plutôt qu'un début de correction pouvant nous ramener sur des gros niveaux de support. Maintenant, si on regarde surtout les futurs, les niveaux de support, encore une fois, sont préservés. Les niveaux de support sont préservés, il n'y a pas beaucoup de volatilité quand même sur les indices. En données daily, pas grand chose à dire d'un point de vue des bougies. Pour moi, on reste sur ce double niveau de support, même si ici on a fait une fausse cassure. Maintenant, le filtre, ce serait plutôt en données 4 heures. Mais pas d'alerte baissière. Pas d'alerte baissière, et là, à surveiller cet après-midi les chiffres, potentiellement peut-être un élément pouvant nous indiquer une reprise haussière. Si on casse cette oblique, pourquoi pas tenter des achats? Bon, je trouve que la configuration n'est pas non plus excellente. J'attends de voir, mais je ne suis pas inquiet sur la récente baisse qu'on a eue sur le Dow Jones. On fera le point, effectivement, si on a une belle bougie flux avec une clôture ici pour aller chercher l'autre niveau de support. Mais globalement, comme sur les indices européens, ça reste extrêmement solide. Donc difficile, encore une fois, d'évoquer un plan vendeur en l'absence d'un catalyseur baissier ou d'un signal technique de retournement. Le Forex, très mou, comme toujours, sauf sur l'euro-dollar, où le TP2 a été fait. Je n'aurais jamais cru que le TP2 soit fait aussi rapidement, très clairement. TP1, TP2, on a vraiment une belle dégringolade. Depuis la cassure des 1,1530 en seulement quelques séances, l'euro a vraiment effectué un beau plongeon. Pour moi, fin du trade, sortie de trade ici, prise de bénéfice, que vous soyez rentré ici ou là, ou ce que vous voulez à la cassure ou que vous ayez renforcé, pour moi c'est fin du trade. Les deux TP ont été atteints. Je continue d'être baissier, bien évidemment, mais c'est trop tard pour vendre en pleine accélération baissière. Là, maintenant, on est sur une belle zone. Ici, on a une zone de polarité. 1,1370, c'est 1,1350, c'est une zone. J'ai mis un prix fixe, mais c'est surtout une zone hebdomadaire. C'est 1,1370, 1,1350. Donc, prudence maintenant sur les ventes. On attendra un rebond pour vendre à nouveau. Voilà la stratégie. Là, en pleine accélération, c'est trop tard, on prend des bénéfices. Pourquoi pas venir chercher sur excès la bande basse de ce canal, mais j'estime qu'il ne faut pas être trop gourmand. Pour moi, on a eu une chute de quasiment presque 200 pips, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. 230 pips en l'espace de 4 séances à peine, donc c'est énorme pour du Forex. Voilà pourquoi c'est important de se payer. Maintenant, en données 4 heures, j'attends un rebond. J'attends un rebond pour potentiellement vous proposer de nouveau une vente vers les 1,1460. Mais là, si on reprend le range, l'objectif a été atteint. L'objectif, voilà, parfait. Consolidation dans un range, cassure par le bas, objectif majeur atteint, bref. Tenter des achats sur un rebond, pourquoi pas? Ça peut être un peu audacieux, je trouve, mais effectivement, je m'attends à un rebond technique. Et en tout cas, pour l'heure, pas de divergence, pas de chemin de retournement. J'ai besoin d'avoir un historique un peu plus long pour savoir si on travaille cette zone de support ou au contraire on est en train de l'enfoncer. Auquel cas, on attendra un peu plus bas. Un rebond, pourquoi pas, pour les traders les plus expérimentés. Mais sinon, là, le plan sur l'euro-dollar, c'est de revendre tous les rebonds. Encore une fois, tous les rebonds pour aller chercher un 13,70 en cas de cassure, un 12,70
et aller jusqu'au bout de l'objectif à 1,1180 au cours des prochains mois. Mais quand je vois la vitesse à laquelle on est en train de chuter, je me dis que d'ici la fin de l'année, on pourrait même atteindre ce niveau. C'était vraiment un objectif que j'avais plutôt pour début 2022, les 1,1180. Mais si effectivement on perd 200 pips toutes les semaines, on va vite l'atteindre. Maintenant, pleine accélération baissière, trop tard pour vendre, jouer le rebond technique, pourquoi pas, mais sur signal. Soyez quand même, les vendeurs gardent la main, donc vous êtes à contre-tendance, donc ayez au moins un signal technique assez puissant. Maintenant, la meilleure stratégie pour moi dans cette dynamique, c'est de continuer à revendre tous les rebonds pour aller chercher l'objectif final à 1,1180. Il se passe vraiment pas grand-chose sur le forex. J'ai très peu de paires à vous proposer. Il y a l'AUD-IN qu'on peut repasser en revue, mais je trouve que la semaine est vraiment molle. Pour le coup, l'action, ça se passe sur les crypto-monnaies, encore une fois. On fera un beau point technique tout à l'heure. On a eu pas mal d'actions. Ici, on évoquait hier le double creux. Bon, il est validé. Le double creux est validé. Une belle bougie ici, c'est validé. En revanche, la Kijun et la Tenkan, autant la Tenkan s'est mise à plat, autant la Kijun est complètement partie en direction du nord. Donc, on n'aura pas de setup cassure Tenkan Kijun à plat si on a un passage en force. Mais ici, un double creux qui est confirmé. Bon, à protéger très rapidement, je trouve. Je sais pas, c'est les bougies daily, je les trouve un peu fébriles, mais effectivement, il y a ce double creux sur cette belle zone. Forcément, celles et ceux qui sont positionnés sur la divergence horaire qu'on évoquait mercredi dernier, eh bien, vous avez une longueur d'avance. Donc, effectivement, vous pouvez vous permettre de prendre un peu plus de risques. Ici, on a un double creux. J'ai un peu de mal avec les bougies daily, donc un plan de trading que je noterais 6 ou 7 sur 10, très clairement. Donc, encore une fois, si vous avez envie de jouer ce double creux, allez-y doucement sur l'effet de levier et diminuez le capital que vous allez investir d'habitude. Si vous mettez 1%, je ne sais pas, eh bien divisez-le de moitié, mettez que 0,5. Car effectivement, on a un setup, mais je ne sais pas, il y a 2-3 éléments qui me chagrinent un peu sur cette paire. J'aurais préféré avoir une belle entrée ici, auquel cas on aurait déjà pu protéger le trade, comme celles et ceux qui sont rentrés avec la divergence horaire la semaine dernière, juste ici. Eux, ils ont une longueur d'avance. Pour les autres, c'est un peu plus tard. Enfin, c'est plus compliqué. Et les bougies daily, je les trouve un peu fébriles. Je trouve qu'on manque un peu de peps. C'est pour ça que je le note 6 sur 10, ce plan de trading, pour jouer le rebond. En tout cas, enfin un rebond en direction des 85. Donc, à suivre, à vous de voir. Mais bon, c'est pas le plan de trading de l'année, très clairement. On fera le suivi quand même pour voir si le marché confirme ou pas ce scénario. L'AUD-USD, pour le coup, peut-être le plan de cette semaine. J'aime beaucoup la configuration qu'on est en train de faire sur cette paire. On avait déjà évoqué le double top en vous disant d'attendre que la zone casse, en mettant votre stop à break-even. Donc même si le marché a rebondi, le double top a été validé ici. Donc normalement, vous êtes censé avoir gardé un reliquat. Je vous disais que si cette zone casse, garder un petit reliquat, ça pourrait quand même donner pas mal de pips derrière. Je n'ai pas fait le suivi entre-temps, vu que j'étais absent en fin de semaine dernière, mais la zone a fini par casser. Et votre stop qui était à break-even n'a pas été touché normalement malgré le rebond qu'on a eu ici. Donc là, j'espère que vous avez quand même pris quelques bénéfices suite à la cassure de cette zone. Maintenant, on pull back de nouveau cette zone hebdomadaire. Je ne vais pas me mettre en daily, je vais me mettre en hebdo.
Là, on a une belle zone de polarité, toujours, très clairement. C'est une très belle zone. On l'a de nouveau enfoncé par le bas. On est en train de pullbacker. Donc là, de nouveau sur une zone de résistance. Maintenant, en daily, j'aimais beaucoup la Tenkan et la MM50 qui viennent renforcer ce niveau. Et j'avais plutôt envie de passer sur une stratégie vendeuse une nouvelle fois, de vendre ce niveau pour retourner en chercher en TP1 les plus bas et en TP2 les 71, 75. Maintenant, si je bascule en données 4 heures, effectivement, je trouve que c'est très propre. Supprimer le double top. Ça reste très propre, des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Là, on est revenu tester l'ancien creux ici, couplé avec la MM50, avalement juste là, avalement baissier sur la zone, et j'ai bien envie de vendre en fait ce rebond pour aller chercher en TP1 la zone basse, enfin, le creux, le précédent creux, et en TP2 les 71-75. Voilà le plan le plus intéressant cette semaine sur le Forex, en tout cas. Pour avoir scanné plusieurs paires, il y avait l'AUD Yen, mais comme je vous le disais, je trouve les bougies daily un peu fébriles pour jouer pour ce rebond. Autant l'AUD USD, j'aime beaucoup la zone, j'aime beaucoup les éléments qui convergent sur cette zone en données 4 heures, en données daily. Cette dynamique baissière, cette zone hebdomadaire, bref, beaucoup d'éléments qui m'invitent à une fin de rebond, à une poursuite du flux baissier. Voilà pourquoi invalidation du plan, ce serait un stop loss juste au-dessus, vers les 73, 73,90 à peu près, et un TP1 sur les plus bas, et un TP2 vers les 71,50. Il faudrait que je regarde, mais entre 72, 72,20, 72,25 et 0,71,75. Voilà le plan que j'ai actuellement sur cette paire. En tout cas, c'est la seule paire de Forex qui offre un plan de trading plutôt intéressant cette semaine. Alors que sur les autres, soit il ne se passe rien, soit on est en pleine accélération haussière, soit en pleine accélération baissière, soit c'est complètement mou. Bref, on n'a pas beaucoup d'actions sur le Forex en ce début de semaine. En revanche, sur le gold et l'argent, ça reste mon plan swing à moyen long terme, toujours. L'objectif, toujours 1910, lui, il n'a pas changé. J'aimerais maintenant un repli pour vous proposer un plan de trading sur repli. Pour l'instant, on ne lâche rien, mais la configuration est vraiment très belle, très propre. On est en train de se libérer de ce fameux nuage, Chikou qui va se libérer des prix et du nuage, bref, c'est vraiment très plaisant pour la suite et très encourageant aussi. Donc là, rien n'a changé, sortie de range par le haut, 1910 $ en première cible, et derrière, en cas de cassure, 1960 et retour sur les anciens plus hauts historiques. Et auquel cas, on repartirait dans la tendance primaire. Pour rappel, on avait une tendance primaire haussière de long terme en place depuis 2018, tendance secondaire baissière, et là, pour moi, il se passe quelque chose d'intéressant. J'attends confirmation, ce sera vraiment la cassure des 1910. En cas de cassure des 1910, là c'est une anticipation, mais le sentiment que le marché va repartir dans la tendance primaire. Auquel cas, on devrait avoir une nouvelle jambe de hausse plus conséquente, avec de nouvelles perspectives haussières derrière. Maintenant, à court terme, pour du trading, on n'a toujours pas de repli. Donc, en données 4 heures, ce serait bien d'avoir un repli sur les 1850 pour se repositionner dans le sens de la tendance, tout simplement. Car là, c'est trop tard. Encore une fois, on est en pleine accélération haussière, très éloigné de la Tenkan. Soyez patient, attendez un repli, attendez que la Tenkan remonte, mais évitez de FOMO, tout simplement. Ne cédez pas à la panique, à l'euphorie plutôt en pleine accélération haussière.
les marchés ne montent pas en ligne droite, attendez un repli pour tenter justement de reprendre ce train, point barre. Le silver, qui pour le coup, ce n'est pas trop tard en tout cas. On est de nouveau venu faire notre pullback hier, on a une séance de repli, mais le plan reste le plan. Là, je trouve la configuration vraiment très propre. J'ai évoqué avec vous le range hebdomadaire, dans lequel on consolide maintenant depuis 15 mois, en vous disant que si on casse par le haut, effectivement, ça risque d'être extrêmement violent. On pourrait vraiment avoir une très belle accélération. Maintenant, la configuration, pareil, est super propre sur la borne basse du range, avec le milieu de range, l'épaule, tête-épaule inversée. Pour l'instant, aucune invalidation, juste un pullback. On a un petit niveau à passer, effectivement, la MM50 hebdo, qui correspond à la MM200 daily. Et si on passe ce niveau, eh bien, je m'attends à une poursuite de la dynamique haussière, une poursuite de la reprise haussière, en tout cas, à une rotation complète des prix vers la borne haute du range. Là, on a effectué une rotation partielle. Durant cette rotation partielle, on a une figure de retournement qui s'est formée, elle est validée. Maintenant qu'elle est validée, je m'attends à une rotation complète vers la borne haute, avec peut-être pas une prise de bénéfice à effectuer ici, à surveiller. Il faudra sortir du marché pour moi si on a un changement de retournement ou un énorme signal vendeur. Car si cette fois c'est la bonne et qu'on a une cassure par le haut, eh bien, si vous êtes rentré ici, ça vous fait un super point d'entrée à moyen long terme pour aller chercher bien plus haut. Et c'est généralement sur ce genre de trade que vous allez faire votre performance annuelle. C'est de savoir trouver l'actif qui va déclencher la future hausse de moyen long terme. Et si vous êtes positionné en amont et bien placé, que vous arrivez à tenir sur le long terme, eh bien généralement, c'est pas sur des trades à moyen court terme que vous faites de la performance, mais c'est plutôt sur les trades à long terme que vous avez su garder et accompagner jusqu'au bout. Et là, effectivement, ça peut offrir un excellent ratio à moyen long terme. Mais là, ce serait vraiment un plan à horizon 4, 5, 6 mois pour atteindre ce niveau-là. Mais globalement, à court terme, ça reste positif et les signaux techniques aussi restent intacts selon moi. Le Brent, finalement, a repris de la hauteur, mais on n'est pas venu taper la zone. Ça m'embête un peu. Je l'attendais un peu plus bas. Tant pis. Je reste toujours à l'écart sur le Brent. Là, j'estime qu'il y a balle au centre. Bon, on a fait un avalement 4 heures. Je suis pas convaincu du niveau où se situe actuellement le marché. Pour moi, on est au milieu de nulle part, hein, très clairement. Soit on casse et bon, bah, faudra tenter de nouveau des achats, soit on retourne sur le support. Mais ici, rien à faire selon moi. Je l'attendais un peu plus bas. Effectivement, on avait une belle zone. Je m'attendais à un excès, comme je vous disais, hein, le sentiment qu'on est dans un range, en fait, ici. On est dans un range et je l'attendais un peu plus bas. Bon, bah, je vais encore attendre un peu ou surveiller la cassure Tenkan Kijun. Effectivement, si là on a la Kijun et la Tenkan qui se sont mises à plat, si on a une belle bougie flux et qu'en parallèle Chikou sort des prix, je reverrai peut-être mon scénario, étant donné qu'on aura un setup haussier de poursuite de la hausse. Voilà le seul élément. Mais pour l'instant, balle au centre. Pour moi, on est au milieu du range, au milieu de nulle part. Vendre, bah non, pas vraiment. Et des achats, oui, mais sur zone. Vraiment sur zone, plus proche de la MM50. Et si possible, un excès qu'on retourne chercher la borne basse de ce range. Donc je l'attends, le pétrole, toujours vers les 80, 80, 30.
Et si j'ai pas cette zone, eh bien, tant pis, je verrai plus tard au cours de la hausse s'il y a d'autres points d'entrée qui sont envisageables pour cet actif. Le light, même constat. Je l'attendais un peu plus bas, un chouïa plus bas. Tant pis. Mais c'est exactement la même chose. On a la Kijun à plat, la Tenkan à plat. Si on a une cassure Tenkan Kijun, forcément le Shikou va être libéré, donc on aura un signal technique aussi avec un stop loss à placer sous les MM50. Mais pour l'heure, on est au milieu du range, balle au centre, c'est voilà, un copier-coller du Brent et le scénario reste identique. Pour l'instant, je reste à l'écart et j'aimerais bien une dernière vague de baisse pour avoir un meilleur point d'entrée à l'achat dans la zone 70-80. Globalement, je reste quand même haussier sur le pétrole, malgré le stop loss c'est pris en invalidation du plan en fin de semaine dernière. J'ai bien envie de retourner, de continuer à chercher des achats sur le pétrole, car j'estime que la tendance est belle pour l'instant et que les acheteurs gardent la main. Signal d'alerte, si on enfonce cette zone. Actuellement, ce n'est pas le cas, donc j'ai plutôt envie de continuer à travailler l'actif à l'achat, mais sur des niveaux clés, sur des niveaux précis. Et pour l'instant, on se trouve au milieu de nulle part. Donc, je mets de côté l'actif et j'attends qu'il retourne sur les zones que je viens de vous citer. Les cryptos, enfin, on a eu de l'action. J'évoquais avec vous depuis plusieurs séances qu'une chute de 4, 5, 6, 7, que sais-je, 8% serait tout à fait normal dans ce cycle haussier. Et effectivement, c'est ce qu'on a eu ce matin, durant la nuit déjà, une belle baisse. On a pris au plus bas, je crois qu'on a fait 7%, 8%, l'Ethereum a lâché 9%, on a des cryptos qui ont perdu 20%, bref, une purge, tout simplement, une légère purge. J'ai plutôt le sentiment, moi, qu'on a eu des prises de bénéfices. Alors, je vais quand même regarder cet après-midi, voir quels sont les opérateurs, les investisseurs particuliers qui se sont fait purger en étant en levier 50 et 100. Je pense, comme d'habitude, que certains ne retiennent pas la leçon et qu'ils mettent beaucoup trop d'effets de levier sur les cryptos, sachant que c'est un actif ultra volatile, mais encore une fois, on a affaire à des joueurs plutôt qu'à des investisseurs ou à des traders aguerris et avisés. Donc, tant qu'on aura des gens qui mettent une tonne d'effets de levier, forcément, on aura des chutes un peu violentes. Donc là, c'est les chiffres que je vais essayer de regarder cet après-midi pour savoir si on a eu un gros niveau de liquidation. Et je pense qu'on a eu pas mal de traders qui se sont fait liquider étant donné la chute qu'on a eue. Maintenant, pour moi, c'est plutôt une correction saine. Il n'y a rien d'alarmant, encore une fois. Comme je vous le disais, j'évoquais depuis quelques jours des baisses à venir de 5, 6, 7, même un peu plus, ce qui serait tout à fait normal et même plutôt sain. Encore une fois, le sentiment aussi qu'on a eu des prises de bénéfices et que on n'a pas eu de mauvaises nouvelles sur les marchés. On n'a pas eu de news flow négatif, on n'a pas eu d'annonce de régulation ou d'annonce de la Chine ou quoi que ce soit qui pourrait faire un peu trembler le marché, rien du tout. Donc le sentiment, d'une part, qu'on n'est plus sur de la liquidation due à de trop gros effets de levier et à des prises de bénéfices suite à la belle hausse qu'on a eue au cours des dernières semaines. Maintenant, techniquement, propreté des graphiques, si vous aviez identifié les zones avec la MM50, tant que cette zone tient, pour moi, ça constitue une zone à mettre à profit à l'achat, très clairement. Je vais enlever l'Ishimoku, hop. Mais ici, pour moi, c'est une belle zone. Ça reste la zone à surveiller. On est venu chercher la MM50, regardez, au dollar près, ce qui montre à quel point une certaine précision sur les cryptos.
peut-être que certains d'entre vous ont mis à profit ce gros niveau de support, mais tant qu'on reste au-dessus des 58 350, j'estime qu'il faut continuer à chercher des achats sur le marché. Voilà. Donc, malgré la baisse, je ne suis pas inquiet, en tout cas plus inquiet que ça. Et maintenant, j'attends de voir la suite. Cet après-midi, mais j'ai le sentiment qu'on a peut-être fait un point bas. Maintenant, il faudra quand même surveiller la bougie hebdomadaire. Là, pour le coup, elle n'est pas terrible, je le reconnais. Mais ce n'est que le début de la semaine. Rien n'est fait, on se stabilise. Et en fait, on est dans un énorme range pour l'instant sur le BTC. C'est 66 000, 58 350. Maintenant, reste à savoir si c'est une zone d'accumulation ou de distribution. Pour ma part, j'ai plutôt le sentiment qu'on est dans une zone d'accumulation et que le marché va finir par sortir par le haut. En cas de clôture hebdomadaire au-dessus des 66 000, je m'attends à un nouveau départ haussier. Mais là, très clairement, on est dans un gros range entre 58 000 et 66 000. Et maintenant, reste à savoir dans quel type de phase on se situe. Comme je vous le disais, accumulation ou distribution. Mais pour l'heure, il faut quand même chercher plutôt des achats sur les grosses zones de support avec la MM50 en soutien. Maintenant, voyons voir pareil les prochaines séances à venir. Si le marché remonte bien et qu'il nous fait une cassure Tenkan Kijun, ce serait super propre derrière. L'Ethereum, pareil, on est revenu taper la zone hebdomadaire. En fait, on a pullbacké notre zone. Alors oui, sortie du canal baissier. Mais on revient en fait pullbacker pour moi la zone ici. Donc là, on a une grosse zone, 3960, 4185. On est venu dedans. On est venu dedans et pour moi, c'est une zone, encore une fois, à travailler à l'achat. Et le jour où on casse cette zone, effectivement, là, je reverrai peut-être mon scénario de moyen long terme sur les cryptos. Mais pour l'heure, j'estime que cette purge est normale et nécessaire, qu'il n'y a rien d'alarmant. Mais on fera le point en fin de semaine avec la clôture hebdomadaire. Pour invalider oui ou non. Mais là, actuellement, donné daily, c'est juste une correction plutôt saine. On est venu taper la zone. Et j'estime qu'il faut de nouveau tenter de travailler à l'achat, mettre à profit cette zone pour justement se repositionner dans le sens du flux, avec un bel objectif derrière, toujours à 5150. En tout cas, là, alors si vous étiez vendeur ici, très bien, mais vendre ici, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, très clairement. On est sur des gros niveaux de support pour avoir scanné l'ensemble des cryptos, le BTC, la capitalisation boursière, d'autres grosses cryptos. Je constate en fait que les gros niveaux de support tiennent et sont préservés. Donc, tant que ces gros niveaux de support tiennent, eh bien, j'ai plutôt envie de chercher des signaux d'achat dans le sens de la tendance. Ouais, ça ne correspond pas à grand chose ici la baisse. En tout cas, vous connaissez la zone sur le BTC, sur l'Ethereum, et pour moi, ça doit être des niveaux que vous devez travailler, alors soit sur touchette, soit sur signal technique de retournement. Et le plan sera invalidé si ces zones-là sont transpercées à la clôture hebdomadaire. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents et je vous dis à demain pour un point complet sur la planète finance.